Merci beaucoup, merci pour l'invitation, Jérôme. Et puis, avant de commencer, j'aimerais faire juste une petite parenthèse. Quand Jérôme m'a contacté au mois de juin, Jérôme, je vais divulgacher quelque chose, je te préviens. Il m'a parlé de, il m'a suggéré une thématique. Et la thématique, c'était la suivante. Comment le CHUM est arrivé à intégrer le développement durable et le carboneutralité dans son ADN. Et puis, tout de suite, la première chose que j'ai dit à Jérôme, j'ai dit, Jérôme, c'est pas vrai. C'est pas dans notre ADN au CHUM. C'est quelque chose qu'on vise, c'est un objectif qu'on se donne, mais de là de l'avoir intégré au sein du personnel, au sein de nos activités, à 100% des choses qu'on fait, c'est pas la réalité. Donc, je mentirai jamais. Et puis, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plus les progrès, notre vision, et puis l'avancement sur nos travaux sur cet objectif. Les membres de la communauté de pratique du développement durable doivent en avoir marre de me voir avec mes axes, en train de reparler de mes axes stratégiques. Mais je vais quand même faire une petite parenthèse par rapport à ces derniers. Ces derniers, en fait, c'est un peu une représentation des objectifs qu'on se fixe. Et puis, le voir par axe, c'est un peu les catégories qu'on se donne. Puis ces catégories, elles nous permettent de dire où est-ce qu'on avance plus fort ou moins fort par rapport à cette vision-là. Aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-uns. Ça va découler un peu de ma présentation. Je vais vous parler également de certaines choses qui sont faites au CHUM et de certains points de fragilité, de difficulté, mais encore une fois, en jasant simplement. On commence tout de suite. L'énergie. L'énergie, un peu, c'est ce que représente notre bâtiment, c'est tout ce que vous pouvez, l'air frais que vous pouvez respirer et l'air chaud que vous pouvez avoir pour vous réchauffer l'hiver. C'est un peu tout ce qui nous représente en tant que CHUM finalement, avec un bâtiment aussi neuf et aussi novateur que l'est. L'axe d'énergie représente quand même 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour les sources d'énergie, j'espère qu'on le voit bien, on est à peu près à 50-50. On n'est pas en bi-énergie comme on pourrait l'appeler, mais par contre on est à électricité et gaz naturel. Et puis, je sais que mon directeur me voit, puis je vais encore une fois dire quelque chose qu'il m'a dit, et puis que je ne pense pas que j'ai le droit de dire, mais je préfère le dire quand même. Il y a 2 ans, quand on m'a proposé de travailler sur l'objectif de carboneutralité, la première chose qu'il m'a dite, c'est par contre, on fait tout ce qui est possible, mais on ne va pas demander au ministère ou à quelconque personne de changer nos chaudières à gaz qui sont neuves, quand j'en vois d'autres dans le réseau de la santé qui ont des choses plus vétustes. Nous, c'est neuf, donc on va se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas de changer tout ce qu'il y a à faire. Pour ça, en fait, on travaille sur plusieurs parties. Puis Hydro-Québec, Énergir, et puis tous les organismes nous les donnent. Première chose à faire, évaluer. Ensuite, on réduit, ensuite on change, et ensuite on compense. L'évaluation. Dans le travail qui est fait, principalement par ma collègue Anne sur cet axe-là, il y a une chose aussi importante de se dire, c'est que quand on évalue, il faut prendre en considération le fait que l'opérationnel joue toujours. Donc on peut essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais si l'opérationnel joue toujours d'un autre côté et avance avec des nouveaux projets, des ajouts de retrait d'équipement, des projets de réaménagement, c'est une difficulté qu'on a parce que finalement, est-ce qu'on est toujours au statu quo? Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur un projet de calculateur GES de carbone opérationnel. L'idée, c'est que pour chacun de ces nouveaux projets de réaménagement, de quantifier les émissions de GES qui y sont liées et pour, in fine, se dire peut-être que dans un court terme ou dans un moyen terme, on pourra se dire ok, ça va faire partie de cette étude de calculateur, on va nous permettre d'évaluer et puis nous dire à la fin non, on ne le fait pas. Il donne trop d'émissions de GES. Ou alors oui, on le fait, mais par contre on vit avec la conséquence de dire bon, ça va être une émission qu'on va devoir réduire par après. Je ne parlerai pas de l'évaluation des risques et vulnérabilités des bâtiments parce que c'est un mandat qu'on a avec le MSSS et puis qui dure pendant 2 ans encore.
euh, parce que c'est une conséquence en fait de notre inaction. Je préfère parler plus des actions qu'on peut entreprendre pour essayer de se décarboner, qui sont les plus pertinentes, je pense. Et puis, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a travaillé avec le MELCCFP et le ministère de la Santé pour... On s'est donné un objectif, décarbonation, mais il nous faut un plan pour se décarboner. Et puis ce plan, encore une fois, évaluer, réduire, changer et remplacer. Et puis, le ministère a octroyé un budget pour justement travailler sur ce projet d'étude d'évaluation des scénarios de décarbonation. L'idée de ce scénario, c'est de le faire pour le CHUM, mais qu'après, ce soit un guide pour l'ensemble des établissements. Un établissement neuf, on ne le décarbone pas de la même manière qu'un établissement plus vétuste, qu'un établissement en cours de construction. C'est cette étude-là, et puis je pense que dans les semaines à venir, on va avoir le mandat qui va être délivré à la société. Tout ça pourquoi? Pour quelques objectifs quand même. L'évaluation, c'est une chose, mais il faut quand même agir. Et puis, on a quand même un objectif de réduire nos émissions directes de 30% d'ici 2028, simplement avec les projets de construction qui sont en cours de finalisation. Deuxième plus gros émetteur, l'approvisionnement. Puis encore une fois, se connaître soi-même, c'est connaître le chemin que nous avons à parcourir. Puis quand on regarde notre évaluation de base qu'on a faite en 2023, on a regardé, on s'est dit on va regarder un peu les proportions de nos appels d'offres qui considèrent des impacts climatiques ou une réduction en ce sens. Puis on était à 3%. Et le ministère nous donne pour objectif 25%, 45% et 60% pour les années à venir. Et puis du coup, avec mon collègue Karim et puis les équipes d'approvisionnement, beaucoup de choses sont en cours. L'analyse des contrats, des études de marché, l'intégration directement des critères dans le processus. Et puis ces critères-là, ils ont été donnés par le ministère via le ministère de l'Environnement pour nous aider justement à avancer et puis à mettre des objectifs comme ça. Puis une première analyse des contrats est en cours et puis je pense que je ne vendrai pas la peau de l'ours, mais je pense qu'on sera un peu plus haut que nos objectifs actuels, donc on a de bonnes perspectives par rapport à ce dernier. Puis il faut savoir que quand on nous donne des objectifs comme ça, des critères, on peut les remettre en question. Puis c'est en faisant toutes ces analyses-là qu'on fait que ça nous permet d'aller voir le ministère, d'aller voir les différents organismes pour dire « Regardez, vous proposez des choses, mais c'est peut-être pas si juste que ça. Peut-être qu'on peut travailler ensemble pour ajuster un peu ces critères-là parce qu'ils sont trop permissifs ou ils ne le sont pas assez. » Donc c'est un peu dans tout ce sens-là qu'on travaille aussi avec nos principaux collaborateurs. Je passe maintenant à l'alimentation. Côté alimentation, j'ai mis un organisme de progression parce que des fois c'est pas très palpable. On s'est mis plusieurs objectifs et puis je remercierai grandement aussi Annie, la chef de service des services alimentaires de la cafétéria qui travaille fort sur tout ça, principalement sur la partie approvisionnement local où on a un objectif d'être à plus de 50% d'approvisionnement local et puis en fait on est à 49% l'an dernier. Je pense qu'il n'y a pas de gros doute par rapport à ça. Et c'est grâce aussi à des partenariats avec des firmes, des fermes locales qu'on travaille fort, grâce à des organismes comme l'Aube, Pôle Nourricier. Je ne sais pas si c'est connu, mais c'est un peu le principe de la ferme à l'assiette qu'on est en train de réaliser, ou sur laquelle on avance. Et puis c'est une très belle organisation. Je passe rapidement dessus parce que je pense que le temps m'est compté. Et puis si je vois l'India qui me fait ça, je sais que je dois avancer plus rapidement. Parlons d'un sujet qui préoccupe Jérôme particulièrement, les matières résiduelles. Et puis notre situation, elle n'est pas très belle. On s'entend, on ne se le cachera pas. Je parle hors biomédical, là, attention. On est à 13% de recyclage et pour 2600 tonnes de générées sur une année, ce qui est quand même assez énorme. Mais en même temps, à l'ampleur de notre installation, on est à peu près dans le range, mais ce range est quand même très haut. Malgré des filières de recyclage et valorisation qu'on a et puis qu'on essaye d'accroître de plus en plus, on a quand même un objectif d'augmenter d'un côté
le pourcentage des matières valorisées et de réduire la quantité aussi de matières générées. Puis, dans un objectif à terme, bien sûr, d'être en deçà de ce qui est fait. Puis aujourd'hui, je pense que vous allez voir beaucoup d'organismes qui permettent en fait ces deux choses-là, augmentation des matières valorisées, et ce sont des partenaires potentiels qui sont super intéressants et puis qui évoluent aussi avec le temps des inspirations et qui est très, très intéressant. J'y vais vite, mais j'ai pas tant de temps que ça en fait finalement. Je voulais parler de l'axe mobilité. C'est pas pour dire qu'on a un métro à proximité, puis qu'on a 12 lignes d'autobus qui... Non, c'est tant mieux pour le CHUM. Mais quand on voit la difficulté qu'ont d'autres établissements de santé, l'important n'est pas forcément là, mais c'est plus d'y aller de concert. Un peu ce sur quoi fait le regroupement qui est fait avec l'ensemble des établissements de santé. Y aller de concert pour parler d'une seule voix, et puis de travailler avec la ville d'une seule voix. Puis, c'est sûr que je remercie Andrés, Flore, Marion et puis Vincent, avec qui on travaille un peu sur cette concertation, parce que je trouve que justement, ça embellit le potentiel qu'on peut avoir pour dire à la ville, bah, regardez, on est à peu près 110 000, on a quelque chose à faire, on peut faire quelque chose, et puis on a besoin de vous pour avancer dans ce sens-là. De notre côté, on fait quand même des choses. Depuis 2017 qu'on est installé au CHUM ici, le transport actif est passé de 100 à plus de 600 places de stationnement. On offre maintenant des rabais transport collectif, transport actif, et puis on essaye d'augmenter la visibilité aussi vers les options de mobilité pour les usagers et comme pour les patients. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus proche. On a vu des grands axes. Ben, si on va un peu plus vers le clinique, il y a quand même des choses qu'on fait et puis où il y a un impact intéressant. Et puis la première chose que j'aimerais parler, c'est les recommandations en fait. L'INES, par exemple, a donné un avis cette année, au printemps ou à l'été, sur la diminution de l'empreinte carbone des agents anesthésiques. Puis implanter quelque chose de différent, ça te donne une gestion du changement et ça te donne quelque chose. Marie-Ève là, en a parlé, le pas à pas est important pour implanter des choses. Et puis, on a regardé un peu la mise en œuvre de la recommandation, puis là, on s'est dit, ok, ben, nous, sur une quinzaine de recommandations sur lesquelles on peut agir, ben, ok, on en a 7 qu'on a faites. Maintenant, il faut qu'on s'attaque aux 8 autres. Pour s'attaquer aux 8 autres, ben, on va travailler avec les équipes concernées, on va avancer dessus, puis on va se donner un objectif. Je ne l'ai pas en tête, mais je souhaite que ce soit 2025, où on ait 100% de ces recommandations qui soient suivies au CHUM. Puis d'un autre côté, je voulais parler de cycle de soins durables et donner un exemple précis où finalement, c'est pas des personnes, c'est pas des conseillers en appro, c'est pas des conseillers en développement durable qui agissent, mais c'est plus des acteurs du terrain qui agissent. Et puis, je travaille avec plusieurs unités, mais dont une où on fait un projet pilote que je trouve très pertinent, où du préposé au bénéficiaire jusqu'au médecin, de la personne, de l'infirmière chef à son infirmière auxiliaire, au personnel, au magasinier, en passant par la personne d'hygiène et salubrité, et bien on se réunit une fois toutes les 6 semaines, et puis on énumère dans tout le cycle d'un patient de l'unité, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut être fait tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire à plus long terme, et puis on évalue. Et on passe par un cycle assez simple. On questionne, on se questionne. Et puis là, on se questionne, et puis là, on se dit « Ah, mais ça, j'en ai pas forcément besoin. » Donc là, on travaille aussi sur le gaspillage. Pourquoi je gaspille à chaque jour ce produit-là? Ok, donc là, on part sur la partie d'appro. Ensuite, on se dit on jette, mais on pourrait peut-être le réutilisable de notre produit, on pourrait l'utiliser, puis le réutiliser au fur et à mesure. Ok, on part sur la partie matière résiduelle. Puis le volet clinique, d'un seul coup, toute l'utilisation des gaz anesthésiants est remise en question. Ah, ok, donc là on parle sur un volet plus clinique et puis on rejoint l'avis de l'INES.
Puis l'idée de ça, c'est de questionner, changer, évaluer et pérenniser. Puis en quelques mois, j'ai évalué, sur ce que j'ai pu identifier, on diminue de près de 1 tonne en quelques mois de nos GES. Juste en évaluant quelques sources. Et je ne les ai pas toutes évaluées pour l'instant. Et puis cet exercice-là nous permet de pérenniser nos activités. Et puis en fait, concrètement, oui, c'est pas dans notre ADN, effectivement. Mais par contre, comme c'est dans notre objectif, ça nous permet d'avoir des repères d'impact pour guider notre progression. Ça nous permet de soigner en pensant à l'avenir un peu plus, les recommandations pour pérenniser nos actions. Et puis au fur et à mesure, on avance et puis on aide les autres aussi à se supporter avec les communautés de pratique et avec les différents échanges qu'on a. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Est-ce que j'invite, si les gens ont des questions, et sinon, moi j'en ai une, c'est super impressionnant. Et ma question, c'est, est-ce que vous avez un budget qui est alloué? Parce que la quantité de travail qu'il faut faire, je dirais un budget, puis des gens, combien de personnes peuvent travailler sur un programme aussi dense, aussi intense? En fait, je regarde mon directeur là et puis je le vois à son œil. En fait, on n'a pas de budget à allouer directement. On fait un peu ce que Jérôme fait aussi. On travaille avec les diverses subventions. On est 3 personnes en activité. Une conseillère en bâtiment qui travaille sur l'axe énergie, Anne. Un conseiller en approvisionnement responsable, Karim. Et puis on a un stagiaire, Isaac, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais à part ça, on n'a personne. Mais en fait, on travaille avec tout le monde en même temps. C'est aussi ça l'idée. Et puis l'idée aussi, la réduction, elle passe pas forcément par tant d'études que ça. On peut travailler quand même sans forcément avoir besoin d'un budget conséquent pour remplacer. Donc on travaille comme ça, avec un budget, on pourrait aller un peu plus loin, certes, mais au moins là, on pérennise dans nos activités et puis petit train va loin, je dirais. Super, vraiment impressionnant. Je regarde s'il n'y a pas de questions en ligne. Non, il n'y a pas de questions en ligne. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour, merci pour la conférence. Je suis inhalothérapeute au bloc opératoire, puis anciennement, je vous... non, pas au CHUM, sur la rive sud de Montréal. Okay. Et anciennement, je pense qu'il y avait un tableau. Tu sais, le CHUM, je pense que, tu sais, avec votre mission universitaire, vous publiez des choses pour le public, pour les autres centres. Puis est-ce qu'il y a des références ou est-ce qu'il y a encore des sites où est-ce qu'on pourrait avoir accès pour avoir des tableaux, puis voir un peu où ce que vous nous donnez des idées, où ce que vous êtes rendu dans votre démarche? C'est sûr qu'on a le site web du CHUM où on met la carboneutralité en avant, mais on ne met pas énormément de projets parce qu'on attend la finalité souvent ou la résultante de ces derniers. Et puis, mais par contre, oui, c'est sûr qu'on le mettra sur le site si jamais on a des résultantes et des tableaux à mettre par rapport à ça. D'autres questions? J'avais juste une dernière remarque. Le travail qu'on fait, c'est surtout, c'est pas pour se dire on veut être les meilleurs et ainsi de suite. Non, c'est sûr que on veut avancer. On veut absolument avancer, puis on veut se donner les moyens d'avancer. Mais l'idée principale du plan d'action aux activités qu'on fait, c'est de pouvoir le partager le plus possible pour que ça puisse percoler. Comme ce qu'on voit souvent, on a beaucoup d'initiatives, et puis l'INDIAT en fait partie du nombre d'initiatives qui sont répercutantes. Et puis elles sont intéressantes pour nous aussi de pouvoir partager, c'est pouvoir avancer aussi. Et puis c'est vraiment toujours pertinent de faire avancer les actions. Et c'est pour ça qu'une journée comme aujourd'hui, c'est important, parce que justement, on peut se parler chacun de nos initiatives. C'est vraiment super. Merci beaucoup.